Bon là, on comprend rien. Hein. C'est quand même Ouais. rédhibitoire. Ouais, donc là, plutôt déçu sur la deuxième partie. C'est un peu laborieux quand même. Ça a été un petit peu laborieux, exactement. Concept assimilé, réponse instantanée. Elle est pas mal celle-là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du spin-off de The Finance Games, où nous allons visionner et analyser ensemble l'intégralité du passage de Cédric, étudiant à l'école polytechnique et vainqueur de son duel contre Neoma. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être accompagné par Yann, membre du jury de The Finance Games et surtout ancien trader avec plus de 20 ans d'expérience sur les produits dérivés equity. Il a à la fois eu une expérience en banque et en hedge fund. Yann, comment ça va ? Ça va très très bien. Je suis très content d'offrir ce feedback aux étudiants. Moi de même. Alors, comme tu le sais, le but de ce format, c'est vraiment de donner un maximum de valeur ajoutée, que ce soit via nos conseils, via nos astuces, via la correction des questions, et pourquoi pas, au passage, glisser quelques petites anecdotes si elles nous viennent. J'espère en tout cas que ce format plus décontracté vous plaira, et si c'est le cas, je vous demanderai juste une chose, c'est de vous abonner, ça nous aide énormément. Avant de commencer, pour toutes celles et ceux qui voudraient vraiment se préparer aux entretiens en finance, que ce soit pour du M&A ou pour de la finance de marché, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le QR code qui s'affiche à l'écran ou alors via le lien en description. Le rendez-vous est gratuit et pendant cet appel, vous ferez le point, vous aurez accès à des précieux conseils et surtout, vous recevrez gratuitement des ressources ainsi qu'une feuille de route précise pour préparer vos entretiens. Yann, si t'es prêt, on peut commencer. C'est parti. Let's go. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis actuellement étudiant en deuxième année à l'école polytechnique. Elle se conclut, là je fais actuellement un stage de 3 mois à la Société Générale en QIS Structuring. Je vais entamer du coup ma troisième année, dans laquelle je vais commencer mon Master 1, puis un deuxième stage en finance et un Master ensuite à l'étranger. Et dans ma troisième année, je vais me spécialiser dans un parcours approfondi de mathématiques appliquées et calcul stochastique. Contrairement aux autres candidats, je suis pas forcément... C'est pas du niveau de HEC la présentation quand même. Là. C'est beaucoup moins fluide, un petit peu moins préparé quand même. On sent qu'il n'arrive pas trop à se détacher de son CV. Ouais. Il mise pas tout sur l'introduction non plus. J'ai Exactement. l'impression qu'il pense qu'il en a pas mal sous le pied et qu'il peut... Enfin ça, il faut le préparer, je pense. Il faut préparer un elevator pitch sur soi d'1 minute qui donne envie d'en savoir plus et sur lesquels on bute pas sur des mots. Et surtout, l'introduction, c'est ce qui permet aussi de donner les cartes sur lesquelles on a envie de se faire interroger. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote. Je sais pas si je l'avais mentionné pendant l'épisode, parce que je pose toujours beaucoup de questions, et on voit d'ailleurs qu'à chaque fois, j'écris énormément sur les CV. C'est parce qu'il y a les questions qui me viennent. Mais lui, en amont de son passage, j'avais appelé son maître de stage à la Société Générale, puisque c'est là qu'il était... donc il est en deuxième année, mais il a la chance de déjà faire un stage sur un desk de structuring en equity dérivé. Et donc, comme je connais bien ces gens, je les ai appelés pour avoir un feedback sur lui. Et conseil à tous les étudiants, peut-être pas ceux qui cherchent le premier stage parce qu'ils n'ont pas d'expérience encore, mais pour le deuxième stage, votre maître de stage, a priori, cherchera toutes les informations qu'il sera possible de trouver sur vous. Donc voilà, il faut bien se comporter au début, au milieu et à la fin de tous ces stages pour avoir des bons feedbacks, puisque de toute façon, les tuteurs et maîtres de stage seront amenés à donner leur feedback sur les étudiants. Dans l'association de finance de mon école, je suis dans une autre association qui a un plus gros budget, qui est le JTX, Journal télévisé de l'X. Et je suis ravi d'être parmi vous. En fait, là, je voudrais dire un truc et je me reprends, parce qu'en fait, il a pas vraiment buté sur sa présentation, en réalité, parce qu'on le voit, il réfléchit, il fait « OK ». Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de réfléchir à une phrase pour mettre le mot mystère. Oui, C'est ça qui parce s'est que passé. c'est budget, en fait, le mot mystère. Ouais, c'est budget, le mot mystère, et donc il l'a mis. Et moi, d'une manière générale, j'ai été assez impressionné par la capacité des candidats à construire une histoire sans que ça se remarque trop, avec le mot mystère. Il y en a qui ont oublié, mais pour la majorité, c'était super limpide. Et moi, en général, ça passait vraiment comme une lettre à la poste. Bon, là, je l'ai remarqué manifestement, mais... Tu sais d'où ça vient, ce mot mystère, d'où j'ai eu l'idée ? Non, vas-y, dis. C'est pour mon oral à l'EDEC. On nous donne tous un mot mystère. Ah, c'est vrai. Et en fait, ouais, pour éviter justement d'apprendre par cœur une présentation et pour savoir un peu comment on... Et j'ai trouvé cet exercice très sympa. D'où le fait que je le mette dans The Finance Game. C'est excellent. Allez, on y va ? Ouais. Ok, alors merci pour ta présentation. Donc, on a ton CV devant nous. Moi, je vais te poser quelques petites questions par rapport notamment à... Sur les financiers.
D'autant plus qu'il y a eu énormément de commentaires, comme quoi on avait sous-évalué le niveau de ce candidat. Ouais, c'est vrai. D'où l'importance de faire une réaction. Alors, Cédric est excellent hein, en tant que candidat et par rapport surtout à son niveau. Oui, il n'est pas du tout à la fin de son cursus. Ouais, il est au début de son cursus, au début de son aventure, et par conséquent, il est excellent. Mais nous, voilà, on lui a attribué cette note et on va voir aussi pourquoi dans toute la globalité de son entretien. Oui. Alors d'abord, première question, c'est vrai, merci Yann de nous l'avoir rappelé. Pourquoi tu t'es inscrit et pourquoi tu veux faire The Finance Games? Pour moi, c'est une belle opportunité de découvrir, d'avoir un step-up dans mon niveau de connaissance en finance, de pouvoir me mesurer directement à d'autres candidats qui sont tout aussi passionnés et motivés que moi. Et si je peux représenter l'X auprès de Pierre Chartier, c'est pas mal aussi. Ok, bah top. Alors moi, comme je te disais, il y a un petit truc qui m'a trigger dans ton CV, c'est le fait que tu sois donc bilingue en espagnol, c'est ça? Exactement. Oui, j'ai des origines par ma mère péruvienne. D'accord. Et globalement, j'ai appris l'espagnol avant le français. Ok. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Ensuite, j'ai appris le français, donc je suis bilingue dans les deux langues. Ok, petite question, comment tu dirais je suis le PNL Mecha? Soy el PNL hacedor. Ok, ça marche. On va la tenter en japonais, puisque tu as écrit japonais intermédiaire. Watashi wa okane o shimasu. Ok, de toute façon, même si... Je dis, je fais de l'argent, quoi. Ok, bah. Moi, là, j'ai trouvé quand même assez bon, dans le sens où il a sorti une phrase directement en japonais. Alors, bien évidemment, j'ai aucune manière de savoir si il m'a pas bullshité. Mais C'est même mieux s'il a bullshité, franchement, ouais. ce serait vraiment ça très sera impressionnant. encore plus drôle. Et ça me fait penser d'ailleurs, ça c'est le conseil que je donne aussi beaucoup, donc faut jamais mettre des choses qui sont fausses sur les CV ou en rajouter, parce que, enfin moi me concernant, je pose beaucoup de questions, enfin pas beaucoup, mais j'essaie vraiment d'aller chercher les trucs un peu excentriques sur les CV et d'aller zoomer pour voir si c'est vrai et s'il surjoue pas un peu sa main. Donc le fait qu'il réagisse aussi rapidement, ouais, effectivement, on doute pas trop, il y a même un petit accent de Kyoto, je dirais. Bah écoute, moi, il y a quelque chose qui m'a directement attiré sur ton CV, c'est que tu fais du calisthenics. Tu fais combien de handstand push-up? Mon maximum, c'est 2 actuellement. Je suis encore débutant dans ce mouvement. Avec ou sans le mur? Sans le mur. J'ai dû stopper parce que je me suis cassé le doigt. Ouais, pareil, quoi. Il a pas l'air de bluffer sur le. Ouais. Je sais même pas de quoi il parle, mais moi, j'en fais pas en tout cas. Même pas avec le mur. Mais non, sans le mur, Combien de muscle-up? 4 d'affilée. Strict, j'espère. Ouais, strict. Sans kicking. Dis-moi, j'ai une question. En fait, ton CV fait très sérieux. Et toi, tu m'as l'air très très sérieux aussi. Dis-moi un moment où c'est fun dans ta vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour du fun en fait? Ah bah déjà, dans mon asso, je pense que c'est vraiment... JTX? Exactement, JTX. C'est la partie où c'est vraiment fun Alix, où on oublie les cours et vraiment on essaye de régaler la promotion en faisant des sketchs marrants et des super gros projets. T'as une blague pour moi? montage. Comment? T'as une blague pour moi? Une blague? Bah, je sais pas, tu me dis, vous faites des blagues et tout, c'est ultra marrant. J'ai envie de me marier du coup. Bon, alors là, il faut savoir que Thomas, son objectif, c'était vraiment de déstabiliser le candidat qui a beaucoup de sang-froid. Faut le noter, puisqu'il ne s'effondre pas du tout sous la pression, ou en tout cas sous le pressing que Thomas essaye de lui mettre. On voit que Thomas lui rentre beaucoup dedans, et on note que Cédric reste quand même... Stoïque. Ouais, et Ouais, il bien répond sur bien. ses appuis, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très de très valorisant pour un candidat. Et là, on voit qu'il lui demande de raconter une blague. Il va s'en sortir de manière très bien, puisque derrière, il va nous faire oublier justement la notion de blague. Blague, c'est assez dur. Oh, il y a une tangente. Ou un événement. Une tangente. Ça me fait vraiment beaucoup rire parce que, ouais, effectivement, comme tu dis, il faut oublier qu'il faut faire une blague et pour autant, je pense que pas grand monde l'a noté. En fait, la tangente, c'est le nom de l'épée qu'on nous donne Alix, qui fait partie de l'uniforme. Et donc, une tangente mathématique. Bon, il y a toujours beaucoup de mots un peu mathématiques, mais ouais, donc c'est un terme technique et voilà, ça décrit aussi l'épée. Moi, ça m'a fait un petit peu rigoler. J'avais pas entendu ça depuis longtemps. Et c'est vraiment, ouais, c'est plutôt les geeks qui trouvent ça drôle, quoi. Voilà. Et c'est plutôt les geeks aussi dans mon souvenir qui sont au JTX. Ok. C'est bon, ça. Ou un événement marrant peut-être. Que t'as pu C'était ça, la vanne, c'est la tangente. En vrai, elle était marrante celle-là. On va passer à la suite. Yann, j'imagine que tu as également plein de questions. Ouais, j'ai pas mal de questions. Alors déjà, je voulais te féliciter pour ton école. Je sais que c'est une école compliquée et ça fait partie des meilleures, enfin sûrement la meilleure française. Donc félicitations pour ça. Je sais que c'est une grosse intensité pour y parvenir. Bravo. Bon là, je m'en mets un petit peu pour moi, quoi. Comment ils disent les jeunes, je m'auto-sauce. Ouais. Tu te sauces, ouais, c'est ça. Je me sauce, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est une très très bonne c'est école. une très bonne école et c'est très dur d'y arriver, bon, comme plein d'autres écoles, mais faut les hiérarchiser et puis voilà, pour le moment, c'est celle-là qui est en tête. Donc bravo Cédric.
Avec les membres du jury, on a décidé d'organiser un événement unique. Une journée d'entretien exceptionnel au cours de laquelle nous sélectionnerons un seul et unique candidat qui rejoindra directement les demi-finales de The Finance Games. Si vous pensez être capable de rivaliser avec les meilleurs, si vous pensez pouvoir tenir tête au jury, alors on attend votre candidature avec impatience. Et pour postuler, c'est très simple. Vous pouvez scanner le QR code qui est affiché à l'écran, nous envoyer votre CV à candidat@thefinancagames.com ou cliquer sur le lien en description. On a vraiment hâte de vous rencontrer et c'est à vous de jouer maintenant. T'as fait quelle école, Yann, toi, du coup? J'ai fait. Non. Les gens se renseigneront si ça les intéresse. C'est Johan Leclerc X2000. Ouais, alors un premier truc qui m'a surpris, alors c'était pas positivement, en fait, j'ai fait ça avec tous les CV, j'ai passé au crible de l'IA les CV, et j'ai demandé s'il y avait des fautes. Et genre, il y a 7 typos dans ton CV. T'as la médaille d'or des fautes, en fait, dans le CV. Donc ça faudra vraiment revoir. Ok. Et c'est des erreurs vraiment évitables, il faut absolument. Enfin, on voit que c'est toi qui l'as écrit, du coup, c'est bien. Il est T'as pas pas été natif beaucoup en par l'IA. anglais. Il est pas natif en anglais. Donc, ouais, c'est ça. Bah écoute, ça se voit. Bon, c'est perfectible de ce point de vue-là. Ensuite, alors j'ai une première question. Voilà, là, je pense que le petit conseil qu'on peut donner aux candidats, c'est qu'avant de shooter votre CV à des dizaines et des dizaines de desks, c'est vrai que ayez ce réflexe de le passer à une IA en lui demandant tout simplement de relever toutes les fautes sur ce CV-là. Ça prend pas énormément de temps et ça vous évite... Bah, ça prend 0 temps et moi, il y a 20 ans, quand on envoyait les CV, on faisait relire par 2-3 personnes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faute. Il y en a toujours une qui traîne, donc voilà, ça vaut le coup de le faire vérifier par d'autres gens. Mais alors aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse, ça prend 20 secondes. On met le PDF dans n'importe quel IA, on dit est-ce qu'il y a des fautes, et puis voilà, c'est terminé. Mais 7 fautes, quoi. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, ouais. Du coup, quand les gens sont en stage, en général, les futurs recruteurs, même pour des stages, ils se renseignent sur leurs expériences précédentes. Donc j'ai appelé ton maître de stage actuel. Mhm. Et qu'est-ce que tu crois qu'il m'a dit sur toi en termes de qualité et de défauts, sachant que j'ai les vraies réponses? Je t'ai piqué ta... Ouais. Quel Quel est piqué ton ta plus question. gros défaut? Quel est ton plus gros défaut? Peut-être en qualité, il a peut-être dit que j'apprenais vite, puisque en arrivant au stage, je partais un peu de rien par rapport à ce qu'il me demandait. Et là, il m'a l'air plutôt satisfait du niveau que j'ai atteint en Python, tout ce qu'il me demande. Et en défaut, peut-être que je suis pas assez soigneux dans l'écriture de mon code. Franchement, j'ai trouvé que sa réponse était parfaite. Ouais, c'est pas mal, rien à dire. Ouais, j'apprends vite, donc on a envie de... Puis ça colle avec son profil, voilà. Et pas assez soigneux dans son code, ouais, c'est vrai que c'est un défaut, mais c'est... Finalement, quand tu apprends du code ou quand tu commences à coder, forcément, au début, t'es pas très soigneux dans ton code. Ça dépend. Je code pas beaucoup, moi. Mais... Non, je trouve que c'est des réponses humbles et qui ont l'air honnêtes. Je me souviens plus bien de ce que son maître de stage m'avait dit, mais c'était pas loin de ça, en fait. Donc c'est aussi bien pricé de sa part. Ouais. Ok. Ce qui m'a fait la remarque. Ok, très bien. Qu'est-ce que je veux dire donc là aujourd'hui? Oui, question, ça c'est par curiosité. Il y a beaucoup de tes camarades de promotion, j'imagine. Enfin, il y a un marché qui est un peu plus trendy, qui est celui de la tech, etc. Enfin, il y a peut-être une bulle à un moment, c'est peut-être un peu moins le cas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te orientes dans cette industrie qui est un peu old school, en fait, par rapport à des choses qui sont plus brillantes ces jours-ci, comme l'IA, comme... Alors, ça, c'est mon ressenti. Mais vraiment, j'ai senti que, au début des années 2000, il n'y avait aucun débat, que la banque et le trading, etc., c'était les métiers dans lesquels tout le monde voulait s'orienter. Beaucoup de gens des écoles de commerce, ingénieurs, voulaient s'orienter dans la finance de marché. Après, il y a vraiment eu ce trend machine learning, IA, les startups US, etc., où on a eu, dans les années 2010, beaucoup de partenariats avec des grandes écoles américaines. Donc, X a commencé à faire un partnership avec Berkeley, je crois, sur la côte ouest. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui allaient vraiment se spécialiser dans la tech. Et récemment, en fait, c'est revenu. Je dirais post-Covid, on revoit... c'est-à-dire pendant cette période, on avait du mal à trouver des excellents CV, en fait. Disons que les meilleurs des meilleurs, ils partaient plutôt faire de la start-up. Ok. Et là, depuis 4-5 ans, en fait, on revoit des très bons CV arriver, on revoit vraiment une vraie concurrence des très hauts niveaux dans la finance de marché, que ce soit en banque ou en hedge fund. Voilà, comme les grosses GAFA, pourquoi tu as envie de faire de la finance de marché? Et quand est-ce que ça t'a pris, en fait? Ça m'a pris très récemment, puisque avec un groupe d'amis très proches, on a globalement, au moment où on a cherché nos stages de deuxième année de 3 mois, on est tombé sur le même stage à la Société Générale, donc actuellement c'est mon voisin stage, et progressivement c'est une passion qui s'est un peu construite à deux, et on a pour ambition d'aller plus tard en fonds d'investissement et de faire beaucoup de machine learning, donc il y aura de l'IA, vraisemblablement. Donc pour moi c'est un domaine très intéressant qui lie à la fois statistique, mathématiques, informatique, computer science, et c'est vraiment les 3 domaines que j'apprécie le plus depuis des années. Qu'est-ce que tu penses de cette réponse?
Personnellement, je vais commencer. Je la trouve assez générique. Pourquoi la finance de marché? Parce que elle combine 3 grosses verticales que sont computer science, mathématiques et AI. Je trouve que oui, en effet, mais c'est une question sur laquelle on peut vraiment faire la différence en tant que candidat. Et c'est vrai que tous les profils qu'on a eu un peu ingé, donc notamment l'entretien qu'on avait analysé avec Samy de Grégoire, NSAE, c'est aussi la même chose. Appliquer les modèles de machine learning en finance, avoir une composante mathématique, etc. etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces réponses? Je pense, ça me choque pas du tout. Et puis c'est vrai en fait. C'est-à-dire qu'on l'entend. La finance, c'est quand même un endroit où tu peux faire des maths, être un peu mieux payé que dans un laboratoire. Et voilà, associer maths, faire de la science dans le privé en étant relativement bien rémunéré. Donc là, tu as vraiment tout. Tu as le top du top de la science du moment que tu peux appliquer dans une banque ou dans un hedge fund. Il faut être capable en fait d'utiliser ce qu'on sait faire en mathématiques et en code et en machine learning et de l'expliquer. Juste sur le contenu de ton stage, donc là tu écris dans ton CV que tu implémentes et que tu backtestes des stratégies complexes sur les futurs VIX. Donc dans le cadre de l'équipe QIS de Société Générale, tu peux nous dire ce que c'est QIS et ce que c'est une stratégie complexe et sur quelle stratégie spécifiquement tu travailles en ce moment? Donc QIS, c'est Quantitative Investment Strategies. Et donc stratégie complexe, c'est... Il est meilleur en japonais qu'en anglais. Hein. Pas mal. Alors peut-être Killing, Cédric. T'inquiète pas, je rigole. Alors peut-être qu'on peut donner un petit peu de contexte sur le desk QAS. Ouais. Qu'est-ce que fait un desk QAS finalement? Il fabrique des stratégies systématiques en fait qui vont être utilisées par des clients institutionnels ou par même des hedge funds. Aujourd'hui, en fait, ce qu'ils font, c'est une manière de monétiser leur infrastructure et leur système d'exécution. Donc, ils fabriquent des stratégies qui ont des beaux backtests et puis ils essaient d'aller les commercialiser auprès d'institutions qui n'ont pas forcément les moyens de les mettre en œuvre elles-mêmes. Et voilà, et évidemment, c'est pas du bénévolat. Finalement, ils te louent d'une certaine manière leur infrastructure et leurs algos d'exécution. Très clair. Une stratégie qui ne va pas pouvoir être réplicable avec des produits basiques, des produits vanille. Mais l'essentiel des stratégies que je fais porte sur le même sous-jacent, qui est le VIX. Ok. Et c'est des futurs VIX. C'est vanille au sens de c'est des stratégies avec des options vanille. Avec des options des futurs. Oui. Donc c'est réplicable avec des futurs. C'est réplicable avec des options vanille, mais c'est pas une combinaison, comme un put spread. C'est pas juste une combinaison de quelques options vanille. D'accord. Bon là, on comprend rien. Hein. Je veux dire, sur le VIX, de toute façon, il n'y a que des produits listés, vanille, donc il n'y a que des options et des futurs. Donc j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait. Après, peut-être il voulait nous le cacher, mais il avait pas l'air super à l'aise en fait avec ce qu'il était en train de faire. Alors c'est vrai qu'il n'est pas du tout rentré dans le détail de sa stratégie. Ça, je pense que tu l'interroges après. Donc il répond de manière très professionnelle en disant qu'il ne peut pas disclose, ce qui est totalement normal. Ouais. Qu'est-ce que tu attendais qu'il te réponde? Il te dit j'utilise des options ou des futurs sur le VIX pour faire la stratégie. Qu'est-ce que tu voulais qu'il te donne Non, qu'il me donne une idée de ce que c'était la stratégie. Qu'est-ce qu'elle était censée délivrer? Est-ce que c'est long, short vol? Qu'il explique un petit peu mieux sur quel produit il travaille. Voilà, sans dévoiler. Mais bon, je pense que c'est aussi ça un peu le problème, sans dévoiler le produit sur lequel il travaille. Parce qu'en fait, les banques essaient quand même de se piquer un peu les idées les unes des autres. S'ils sont en train de fabriquer un produit qui a un super backtest, c'est très facile pour une autre banque de copier. Donc, on n'a pas forcément envie de donner ses meilleures idées. C'est pas le but. Voilà. On peut peut-être donner aussi un petit conseil à toutes celles et ceux qui passent des entretiens dans d'autres banques. Beaucoup de hedge funds font ça. C'est-à-dire qu'ils font passer des candidats en demandant justement le type de stratégie et en creusant énormément sur le type de stratégie pour justement avoir de la donnée. C'est vrai que ce genre de choses, c'est très rassurant, même en stage, d'avoir un candidat qui sait mettre la limite de ce qu'il peut dire ou non. Et de manière très surprenante, et j'ai été agréablement surpris, tous les candidats dans The Finance Games avaient cette intelligence de dire non, ça je peux pas dire. Ok, très bien. J'ai vu que la dernière petite question, j'ai vu que tu avais commencé par c'est la gendarmerie, c'est ça? Exactement. Ok, donc tu as fait un stage, tu étais à Melun? Oui, d'abord 2 mois à Melun pour nous former, et ensuite 4 mois de terrain, on était vraiment gendarmes. D'accord, et tu as vu des choses, est-ce que tu peux nous dire un truc horrible que tu as vu? Traumatisant? Tu as vu des choses traumatisantes? Oui, j'ai fait un tour à la morgue, donc j'ai pas forcément besoin d'en dire plus pour dire que c'était assez traumatisant. Je suis passé par la gendarmerie moi aussi à Melun, donc c'est pour ça que je l'interroge dessus, et j'ai vu aussi des choses horribles parce que l'année où je suis passé par la gendarmerie, l'école des officiers de gendarmerie nationale
C'était l'année du crash du Concorde à Gonesse. Je sais pas si tu te souviens, Oui. tu devais être pas très vieux. Oui. Et donc, c'était le dernier vol du Concorde avant qu'il soit abandonné. Et ils avaient quelques photos horribles. Et en fait, moi, ce que j'ai vu de pire, c'est ces photos de corps calcinés, en fait, sur le lieu de l'accident. Mais c'est une expérience quand même assez riche de passer par cette école. Et je rebondis sur sa réponse assez élégante quand même. Ouais. Je suis passé par la morgue, ouais. Ouais, la morgue, ça doit pas être un bon moment. Ouais. Et ça m'a laissé un souvenir assez marquant. Ok, alors ce que je te propose, c'est maintenant donc, de passer à une partie qui est plus macro. On va évaluer tes compétences et tes connaissances sur l'actualité financière. Au moment où on passe cet entretien, comme tu le sais, on est en août 2025. Et la question que je pose, qui est commune à tous les candidats, c'est la suivante. Quel est l'événement marquant de cette année 2025 selon toi? Ce sont les taxes tarifaires de Donald Trump, posées par Donald Trump. Ils ont tous dit ça. C'est vrai, hein. Ouais, ça c'est étonnant. Ça m'a plus surpris parce que moi, je sais pas ce que j'aurais dit, mais Je pense, parce que pour y avoir réfléchi à cette question, je pense que j'aurais commencé en disant, bien évidemment, on ne peut pas échapper aux tarifs douaniers de Donald Trump. Voilà, en disant, OK, je suis au courant de l'actu. Et derrière, mettre quelque chose d'assez niche pour montrer justement l'intérêt qu'on a, soit pour un certain secteur. Typiquement, je sais pas, on peut être très bien passionné d'automobile et suivre un petit peu les restrictions liées aux véhicules électriques et la guéguerre qu'il y a entre la Chine et l'Europe. Et en fait, ça montre vraiment un niveau de culture, mais surtout d'intérêt pour les marchés et savoir comment ça a impacté. Et là, pour le coup, on a vraiment l'exemple devant nous qu'on se différencie de tous les autres candidats en faisant justement ce travail d'aller rechercher une information pas mainstream finalement. Ouais. Bon, ils avaient tous quelque chose à dire. Moi, ils prenaient pas beaucoup de risques avec ça, mais c'était bien. C'est pas une mauvaise réponse. Ok. Alors, merci. Maintenant, j'aimerais te demander quel est l'impact précis de ces taxes sur un marché que tu choisis et de me donner avec précision l'impact de ces taxes douanières. Par exemple, si je prends le marché asiatique, ça ralentit fortement les échanges entre les États-Unis et le continent asiatique. Ça peut faire baisser beaucoup d'indices en Asie, par exemple le Nikkei. Et ça crée une politique de recentralisation des pays sur des économies plus locales. Ok, très bien. Bon là, la réponse est très bonne. Il explique, l'impact est quantifié, précis, donc rien à dire. Rien à dire. Est-ce que tu saurais m'expliquer ce qui s'est passé en 2011 ? Un événement majeur en finance en 2011, est-ce que tu as une idée ? Non. En 2008 ? Oui, la crise des subprimes. Est-ce que tu peux m'en dire plus et m'expliquer rapidement ? Globalement, c'était des banques qui vendent... Ah pardon, on n'a pas expliqué ce qui s'est passé en 2011. Alors en 2011... Tu pensais à quoi ? La crise souveraine de l'Europe. Ok. Ça a commencé en 2011, ça a duré 2012-2013, notamment la Grèce qui a fait défaut et qui n'a pas pu rembourser justement sa dette. Ouais, c'était spectaculaire. Il y a eu le downgrade des US aussi par S&P en août. Enfin, c'était vraiment la catastrophe en fait en août 2011. Là, c'était le pic du pic des ennuis. Et il me semble qu'en 2011 aussi, moi, j'aurais pas forcément répondu ça, mais je pense que c'est effectivement ça que t'attendais. Mais il y a eu Fukushima, je crois, là, la centrale qui a explosé, au Japon. Enfin, vraiment, il aurait pu avoir ça comme réponse aussi parce que voilà, comme il parle beaucoup du Japon. Ouais, et qui parle japonais, ça aurait été vraiment très pertinent. Ouais. Donc, non, il y a eu pas mal d'événements assez dramatiques en 2011. Dans le secteur immobilier, qui promettaient des taux et des remboursements de type AAA, qui n'étaient pas réellement. Et ça a créé une bulle qui a explosé et a conduit à la fermeture de plusieurs banques comme Lehman Brothers, puisque beaucoup d'investisseurs avaient parié sur leur échec. Ok, très bien. Thomas, tu veux prendre le relais ? Ouais, je vais juste vous reposer une question là-dessus. Tu sais ce que c'est la titrisation ? Parce que j'ai pas trop compris en fait cette histoire de triple A, etc. Ah oui, là ça évalue la qualité, par exemple, d'un fonds ou d'une banque à rembourser de l'argent qu'on lui aurait prêté. Là, donc si c'est triple A, globalement, il n'y aura aucun problème à rembourser. Et si ça va jusqu'à D, c'est que il y a déjà un cas en cours de non-remboursement. Et juste dans le cadre des subprimes, parce que c'est ça qui était question. En quoi la titrisation ça a impacté l'économie et ça a créé une crise ? Parce que les gens faisaient confiance aveuglément à la marque AAA. Ils achetaient en masse. En quoi c'est la titrisation AAA ? En fait, je sais pas ce que ça veut dire titrisation. Okay. Alors peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est titrisation. C'est mignon. Comment ? Non, mais c'est marrant sa réaction. Je sais pas ce que c'est titrisation. La titrisation, ça va être le fait de prendre, dans cet exemple de crise des subprimes,
plusieurs notations. On va tous les prendre, on va les mettre dans une sorte de package. Et en fait, on va vendre ça à un client. Et donc, ça permet, et ça, je pense que le film The Big Short l'explique très, très bien. En fait, ça permet d'écouler des titres qui sont pas forcément très attrayants. Et en fait, de les combiner avec du AAA, ça permet justement de faire un package qui est assez attractif, avec pas mal de sûreté à l'intérieur, de sécurité. Et donc, d'avoir un risk-reward qui est beaucoup plus intéressant que des tranches très risquées, quoi. Pour compléter, en fait, parce que les sous-jacents qui sont mis dans le gros package, c'est pas des choses qui sont échangeables sur les marchés, c'est des loans, c'est des mortgages, en l'occurrence sur 2008, donc des crédits de particuliers pour les maisons. En fait, on regroupe ça dans des pools, on met ça dans un gros sac et on transforme ça en titre financier, c'est-à-dire quelque chose qui est échangeable. T'es chaud en politique monétaire? C'est quoi une politique monétaire expansionniste? Une politique monétaire expansionniste, ça va être un ensemble de décisions qui vont viser à étendre le réseau de flux entre... Quelle décision? Donne-moi un exemple. Le commerce international ou l'exportation. Peut-être un petit mot sur une politique monétaire expansionniste. Une politique monétaire expansionniste, ça va être une politique monétaire qui vise à relancer l'économie, notamment avec, comme Cédric l'a mentionné, plusieurs décisions, mais plutôt plusieurs outils. On va avoir les taux. Donc, typiquement, pour relancer l'économie, on va pouvoir diminuer les taux et donc favoriser que ce soit les prêts, que ce soit le crédit, le recours au crédit, et donc augmenter la consommation. Ça, c'est l'un des premiers outils très connus des banques centrales. Puis, il y a un deuxième outil principal, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Donc, ça fait partie d'une politique monétaire expansionniste. Et grâce au quantitative easing, la Banque centrale va venir acheter énormément de titres sur le marché, histoire de fournir de la liquidité et donc, justement, de relancer les marchés également. Ok. Tu sais ce que c'est l'inflation? Oui. C'est quoi? C'est la perte de valeur de l'argent au cours du temps. Ça, j'ai adoré, de dire que c'est la perte de valeur de l'argent, c'est pas la hausse des prix. L'inflation, enfin dans le livre de finance, c'est la hausse généralisée des prix, c'est ce que tous les autres candidats ont dit. Pour moi, c'est vraiment la perte de valeur de l'argent. C'est-à-dire, si tu as 2 fois plus de quelque chose, ce truc, il vaut a priori moins cher que si tu n'en as qu'une fois, quoi. C'est quoi la déflation du coup? C'est l'inverse. Ok, tu le vois comme ça, pourquoi pas, ok. Ok, et du coup c'est bien ou pas l'inflation? Ça dépend de quel point de vue on se place. Par exemple, une très forte inflation, donc ça fait fortement perdre la valeur de la monnaie, mais ça permet aussi de ralentir l'économie et en un certain sens de baisser les taux. Ça bénéficie plutôt aux riches ou aux pauvres l'inflation? L'inflation, ça va plutôt bénéficier aux riches puisque ce seront eux qui vont le plus tenir compte de l'ajustement des taux pour leurs investissements. Oui, jusqu'à maintenant, il n'a pas trop fait de faute, le candidat. Ouais. Hein. Honnêtement, il se débrouille très très bien. Je me souviens qu'il m'avait laissé un sentiment de mitigé. Ouais, non, pour le moment, je trouve qu'il est... Ouais, pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire. Parce que je suis d'accord, en fait, ce que tu dis, c'est la perte de valeur de l'argent. En fait, c'est qu'il te faut plus d'argent pour acheter la même chose. Donc en fait, la réalité que tu vois sur le marché, c'est une augmentation des prix. Toi, tu le vois à l'inverse. Mais la définition, généralement, c'est plutôt de dire que tu as une augmentation globale des prix dans un panier, et on parle de prix à la consommation. Qui c'est qui consomme le plus? Ça dépend de quel bien on parle. Je sais pas, je gagne 1 million. Ziad, il gagne 2000 €. C'est qui consomme le plus? C'est celui qui gagne 1 million. Donc du coup, l'inflation, c'est une augmentation sur les prix de la consommation courante. Est-ce que du coup, je suis plus impacté ou Ziad est plus impacté? Je consomme plus. D'un autre côté, les produits d'usage courant prennent déjà une part assez élevée dans un portefeuille de 2000 € par exemple. Donc du coup, ils seront plus impactés. Le portefeuille de 2000 € sera plus impacté puisque ça représente une plus grosse part de ses dépenses. Ok, bon, je vais conclure là-dessus. En gros, c'est une question de proportion. C'est-à-dire que oui, en valeur absolue, je vais dépenser plus d'argent dans les produits de consommation parce que je mange plus, etc. Mais en fait, en proportion de ton budget, quand tu as des revenus plus modestes, tu vas avoir une plus grosse proportion de ton revenu au bien de consommation. Donc l'inflation, on a tendance à dire que ça impacte plus les classes moins aisées. Ouais. Ok, Yann, tu veux prendre le relais? Oui, alors on va dans des choses un peu plus micro, un peu plus financières. Donc, comme tu travailles sur le VIX, les futurs VIX, je voulais te poser quelques questions. Tu connais l'équivalent du VIX en Europe? Le VIX en Europe. Le VIX en Europe. V2X. Donc le VIX, c'est sur le S&P, donc c'est un VAR-swap 30 jours continu sur le S&P, et puis le V2X, c'est sur l'Eurostoxx, l'équivalent.
Petite pause. Pour celles et ceux qui veulent s'orienter en finance et qui sont vraiment motivés, vous pouvez bénéficier d'un appel gratuit. Et lors de ce rendez-vous, vous ferez le point, mais vous aurez aussi accès à une offre exclusive de notre partenaire Derivatives, un organisme spécialisé dans la préparation des entretiens en finance de marché. Et pour le M&A, nous travaillons également avec un organisme qui met à disposition des experts encore en poste pour vous accompagner dans votre préparation. Les experts sont très qualifiés, les cours sont très pratiques, ce qui amène à des résultats excellents. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher le QR code qui apparaît à l'écran ou bien à cliquer sur le lien en description. Non, j'ai pas les questions actuellement. Ok. Bon, ça s'appelle le V2X. C'est la même chose sur l'Eurostox. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le VIX? C'est quoi le VIX? Le VIX, qu'on appelle aussi l'indice de la peur, ça mesure une volatilité implicite sous 30 jours du SP500. Ok. Et comment c'est calculé? Comment c'est calculé? Ça prend en compte les variations de l'indice et aussi ça prend en compte le smile forward. Ouais, je crois que c'est à partir de là qu'il va commencer à pédaler un peu là. Ouais. On va voir. Donc, comment c'est calculé le VIX? T'attendais quoi comme réponse? Parce que c'est une méthodologie un peu ennuyeuse de comment c'est calculé exactement. Oui, mais non, mais tu peux dire, moi ce que j'attendais, ce que je viens de dire, c'est une réplication, c'est la réplication d'un variant swap de maturité fixe 30 jours avec les options qui sont listées dans le marché. Donc c'est tronqué, comme il n'y a pas des options. Les puts, ils vont pas jusqu'au strike 0 dans la vraie vie. Ils s'arrêtent bien avant, donc en fait, tu n'as pas tout. Mais tu prends les poids théoriques du VAR swap sur tous les strikes que tu as. Après, il y a des conditions pour intégrer un strike ou non en fonction de la liquidité, du bid offer, etc. Mais c'est la réplication tronquée d'un variant swap 30 jours sur le S&P. Composant de l'indice. Ok. Il vaut quoi le VIX là? Environ. Il n'est pas très élevé, donc quand il est très élevé, il est aux alentours, il dépasse les 60, par exemple pour la période du Covid. Mais sinon, il doit valoir dans les 20-30. Ok, donc là tu dirais qu'il vaut 20-30 environ aujourd'hui? Alors, je pense que 20-30, il a quand même... il vaut pas 20-30, si? Non, quand il vaut 20, c'est déjà stressé. Hein. Ouais, ça, voilà. Ça vaut entre 15 et 20. C'est tombé en dessous de 10 en 2017. Rares sont les fois où il a fait un pic à 60, le VIX. Ah bah oui. Non, en fait, en gros, 2008 et 2020, Covid, ça a valu 80. Ok. Et au plus bas, tu penses qu'il a valu combien? Au plus bas, souvenir, il a été en dessous des 10, mais... Non, 10 à peu près, au plus bas. Ok. Donc, dernière petite question pour moi. Tu penses que c'est quoi? Donc, tu m'as parlé du S&P 500. C'est quoi, d'après toi, les 3 plus grosses valeurs du S&P 500? Dans l'ordre, si possible. Il y a Nvidia, il y a aussi Apple et Meta. Aujourd'hui, c'est pas exactement ça, mais bon, non, Meta, c'est quand même assez loin. Mais c'est Nvidia, Microsoft. Ah oui, Nvidia, Microsoft. Et Nvidia, tu dirais que ça vaut combien en capitalisation boursière? En pourcentage du S&P? Si tu veux, en pourcentage du S&P, mais surtout la valeur de l'entreprise. Okay. Pour ce qui est d'abord du pourcentage, je dirais que c'est à peu près 25%. Du S&P? Oui. Non, attendez. Non, c'est faux. C'est 6%, pardon. 6%. Et capitalisation... plusieurs centaines de milliards, mais j'ai pas la centaine. Alors attends, il dit centaines de milliards? Ouais, il dit centaines de milliards, ouais. Ouais. Bon. En fait, en science, tu as la notion d'ordre de grandeur. En gros, si c'était 200 milliards et qui dit 100 milliards, ça va. Tant qu'il n'y a pas un facteur 10, tu es dans le bon ordre de grandeur, en fait. Quand tu dis centaines de milliards et que c'est milliers de milliards, il n'y est pas, quoi. Ouais, là, il n'y est pas. Il y a plus d'un facteur 10. Et tu t'en sors pas en disant c'est en centaines de milliards. Sous-entendu, l'ordre de grandeur n'y est pas. S'il y a 40 ou 50 centaines, ça marche pas. oui, non, ça marche pas. Non, mais là, l'ordre de grandeur n'est pas bon, malheureusement. N'est pas le bon. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à te demander? Ouais, peut-être tu peux me dire les taux d'intérêt de la Fed en ce moment. On est sur quel taux, puisqu'on parle de politique monétaire? C'est qui le patron de la Fed? J'ai plus le nom. Voilà, donc ça, patron de la Fed, ne pas avoir le nom, c'est quand même rédhibitoire. Ouais, surtout que ça fait un petit bout de temps qu'il est là. Hein. C'est pas. Il vient pas d'arriver. C'est pas comme parce qu'il y avait le des questions ministre sur de les ministres de l'économie. On en avait eu 3 dans les 6 derniers mois. Donc là, c'est Jérôme Powell. Je sais pas de quand ça date, mais ça fait un bout de temps. Faut le connaître. Et les taux courts américains? Pour quel Là, les taux directeurs. Okay. C'est à peu près 3%. Il me semblait que au moment où on faisait passer l'interview, c'était plutôt 4,25. Ouais. Possible, ouais. 4,25 ou 4,5. En août, mais... août 2025, il me semblait que c'était supérieur à 4. Ouais, c'était supérieur à 4. Donc, c'est pas génial. Alright, moi j'ai fini là-dessus.
Ok, merci. Ouais, donc là, plutôt déçu sur la deuxième partie. Sur la deuxième partie de l'interview, enfin me concernant, là je dis j'ai fini, j'arrête un peu les questions. Mais ouais, là je repars, je me vois voilà, un peu déçu là. Mais en fait, sur ta partie, il n'a pas été très bon. Sur ta partie, sur la mienne, il a été assez, assez solide. Sur celle de Thomas, pareil. Sur tout ce qui est inflation, il a donné des bonnes réponses. C'est vrai que quand tu l'as entre guillemets un peu coincé sur le VIX, là, il a quand même commencé, comme tu disais, à pédaler. Ce que je te propose, c'est, sans dire ton numéro de téléphone, de calculer la somme des chiffres qui composent ton numéro de téléphone. Vous allez essayer de le deviner après ça. Pardon ? Vous allez essayer de le deviner. Non, je laisse mon CV. Ah, ok. J'ai attendu une petite perche pour rire, et tu l'as pas du tout saisi, tu l'as remis, mais en fait, je sais tu pas. l'as remis au prix, comme on dit. 18. Je suis dans une situation où j'ai presque oublié mon numéro de téléphone. Ok, c'est 25, 7, Vous faites pas de maths à Polytechnique? 45, 47. Ok, 47. Ouais. Là, c'est vrai qu'au montage, on a l'impression qu'il répond du tac au tac. Oui. Et moi, je me dis, waouh, quand même, si je regarde l'épisode, je me dis, ouais, il va super vite. Qui plus est, tous les autres, ça les a. Après, il va Ils sont vite. souvent- Alors, attention, ouais. il va vite par Oui, rapport mais là- à. Non, mais par rapport au fait qu'il y ait des caméras, par rapport au fait qu'on a voulu aussi Bien mettre sûr. ça en avant, il compte rapidement. Et Ouais. puis, avoir le bon numéro du premier coup en disant 47 et que derrière, tu vois, il calcule. Enfin, non. Il est très bon en termes de calcul, il est très bon. Donc si je te dis 47 x 53, tu me dis Ah bah c'est évident, c'est remarquable. Du coup, c'est 50 x 50 moins 9. Du coup, c'est 2491. Ça vite, hein. Ok. Alors toi? Ok. Maintenant, passons plus à de la finance. Donc, on va plus passer à de la finance. Étant donné ton stage à Société Générale, on va t'épargner les questions relativement basiques sur les options et on va plutôt passer toujours sur des options mais un peu plus avancées en faisant par exemple la sensibilité d'une option au taux d'intérêt. Donc, prends celle que tu veux, call ou put, et explique-nous l'impact des taux d'intérêt. Par exemple, le put, si les taux d'intérêt augmentent, le prix forward il augmente, donc on augmente. Si par exemple on a de money, on augmente l'écart entre le strike et le prix forward, donc on va avoir une baisse du prix du put. Si on prend par exemple Ouais, c'est ok, bonne justification. Après, on peut toujours un peu améliorer, avoir, je dirais, des degrés de niveau de réponse. Celle-là, elle est basique. Et sur une question comme ça, sur les sensibilités d'une option, typiquement la vol, les taux d'intérêt, le taux repo, la maturité, enfin tout ça, vous êtes sûr qu'en entretien, vous allez vous faire questionner là-dessus. Donc, très important d'avoir une réponse très construite, en fait, sur des questions basiques. t'as dit un put at the money, d'accord. Enfin, si on prend l'exemple d'un put at the money sur un sous-jacent comme Total, que vaut un put at the money d'une maturité d'1 an? Je sais qu'il y a eu, at the money, on a une formule d'approximation qui vaut combien vaut la volatilité. À toi de me dire à combien t'estimerais la volatilité de Total. Un an de grandeur, hein, bien sûr. Ok, je veux dire 16%. Ok. Du coup, ce sera 0,4 sur racine de 252, puisqu'on est en jeu ouvré, et on multiplie par la vol au dénominateur. Non, c'est 0,8. Du coup, racine de 252, c'est 16. 252. C'est 0,4 sur 16, donc 0,01. En pourcent, ça donne combien? À 1% du coup. Mais moi, je trouve ça très dur de calculer dans sa tête. Mais bon, là, son calcul, je pense pas qu'il soit parti dans le bon calcul. Parce qu'on a dit. Il dit la vol au dénominateur. Oui, ça Ouais, c'est vrai. et après, il dit. Pourquoi il parle de 252? Parce que t'as Non, dit un il an. dit- T'as dit un jour ou un an? Il dit un an. Bah, un Non, an, mais il c'est- multiplie. Ouais, je sais pas pourquoi il dit 250. Non, il n'y a pas. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas de 252. Et je sais pas s'il est parti sur du 1 jour. Parce qu'après, la Ah, racine je pense de que- 252. Je pense qu'il s'est dit que 16. c'était en jour. C'est pour ça qu'il a pris la 16 en maturité. fait. Parce que racine de 252. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, on va voir ce qu'il dit. Donc tu penses que ton put à la monnaie, maturité 1 an, vaut 1%? Ouais, non, c'est pas logique. C'est quoi ta formule? C'est 0,4, le 1 sur racine de pi. Sur racine de t. J'ai oublié la formule. Déjà, essaie de mettre les bons trucs au numérateur et les bons trucs au dénominateur, en me demandant... Du coup, si ma vol elle augmente, de toute façon mon prix va augmenter. Donc en fait, la vol elle va être au numérateur. Et si ma maturité augmente, je vais avoir plus de temps d'apprécier mon option.
Donc pareil, mon prix va augmenter, donc je pense que c'est plutôt 0,4 sigma racine de t. Racine carrée de t, généralement, c'est exprimé en quoi? T, La maturité, c'est en jours ou en... C'est en année. En année, d'accord. Donc là, on a pris un an, en l'occurrence. Ah oui, du coup, Bon, ce qu'on remarque là avec le candidat, c'est que il est quand même rassurant. Il sait quel terme on a dans la formule d'approximation d'un call à la monnaie forward. Il se souvient pas de la formule. Tu lui demandes de réfléchir. Il réfléchit. Il retrouve la formule. c'est 1. Mhm. C'est 1. Et du coup, si on a pris une volatilité de 16%, Prenons peut-être une volatilité de 20%, ça change pas grand-chose. C'est ça va être facile à plutôt calculer. 5%. Pardon On va être à 4 sur 20, 4%. 0,4 fois sigma fois racine de t. On a Racine dit de t 20. égale 1. On a dit 20, mais pardon, 8%. Désolé, c'est 8%, c'est ça. Ok. Je vais te faire une dernière question avant de passer la main à Thomas. Supposons qu'on ait alors, pour m'assurer que tu aies bien compris cet exemple, imaginons que tu veux faire une stratégie pour profiter d'un événement qui va se passer sur Total, mais tu n'as aucune idée de quel sens, enfin dans quel sens l'action va bouger. Qu'est-ce que tu ferais comme stratégie optionnelle? Est-ce que je sais qu'elle va beaucoup Tu sais qu'elle va bouger, Ouais. tu sais qu'il y a une annonce aujourd'hui, et tu sais que d'ici maturité, on va prendre d'un jour, Mhm. tu sais qu'il va se passer quelque chose sur cette action, mais tu sais pas exactement dans quel sens. Quelle stratégie optionnelle tu mettrais en place? Je mettrais en place un straddle ou un strangle, puisque c'est les stratégies qui font beaucoup gagner quand il y a un gros mouvement du sous-jacent. Très bien, prenons un straddle. Combien vaut ce straddle sur une action comme Total avec une vol à 20% sur une maturité d'un jour? Si on est ATM, par exemple. Bon, là, on vient de faire l'exercice. Hein, je m'attends vraiment à une réponse très fluide pour voir si justement concept assimilé, réponse instantanée. Elle est pas mal celle-là. Straddle, c'est long call long put, Mhm. qui va valoir 2 fois le prix que j'ai donné. Donc c'était 1,6, ça aurait été 1,6. Ça aurait été, pardon? 1,6. 1,6. C'est 8%, le call. Oui. Et t'as dit un jour, t'as pas dit Un un jour, jour. un jour. Un jour. C'est un jour, donc du coup, il faut diviser par racine de 52, il faut diviser par 16. Donc Donc c'est 16 sur 16. Un quoi? Un du sous-jacent. Enfin, 100%. Un du sous-jacent. 100%. 100% du sous-jacent? On m'a demandé le. Le prix de l'option, c'est un quoi? L'action, elle vaut 100 euros. C'est quoi la prime du straddle un jour à la monnaie? En argent. Donc là, on voit qu'il glisse totalement. Là, on voit qu'il a, Dérapage totalement, totalement glissé. En fait, de sortir 101 euros. Alors, bien évidemment, c'est le stress qui prend le dessus. On le voit. Mais en fait, c'est totalement pas intuitif de sortir 101 euros. On veut acheter le straddle. Oui, on va acheter le straddle. Straddle un jour à la monnaie. C'est 1 euro. Donc voilà, on voit que c'était vraiment le stress et qu'il se reprend instantanément après. Mais ça laisse une Comment petite ça, tâche, voilà, quoi. une fois qu'il y a deux, trois trucs comme ça, c'est vrai qu'on commence à douter. On n'est plus dans la même, on est plus Dynamique. du tout dans la même dynamique qu'au tout début. Dernière question. Est-ce que tu penses qu'un autocallable, ça vaut. Donc il y a différentes manières de modéliser les dividendes d'une action dans le futur. Soit tu considères qu'à des dates données, elle va verser un dividende fixe, l'action. Soit tu considères qu'elle va décrocher un dividende qui est proportionnel à sa valeur. Est-ce que tu penses que ça a un effet sur le prix des autocalls, la modélisation des dividendes, ou pas? Et si oui, dans quel sens? Est-ce que c'est plus cher, si un autocall est plus cher en dividende fixe en argent ou en dividende proportionnel? Voilà, c'est pas du tout une question facile que tu lui poses, sachant qu'il a jamais, je pense, étudié l'autocall. Ouais. Non, mais c'est compliqué, mais en fait, il faut toujours revenir à comment est construit le prix de l'autocall. En fait, tu penses aux trajectoires Monte-Carlo et tu te demandes quel est l'impact sur les trajectoires Monte-Carlo, donc les trajectoires simulées du spot, de la modélisation du dividende, en fait. Parce que le premier cas où il va nous donner des dividendes fixes si on dépasse une barrière de dividendes, ce serait un Phoenix. Et le deuxième cas serait plutôt un Athena, et en général, le Phoenix coûte plus cher que Athena puisque ça te donne une liberté, enfin un flux plus immédiat. Je t'ai pas parlé de deux produits différents, je te parle de la modélisation vraiment de la diffusion du sous-jacent, à div fixe, ou à div, imagine un Monte Carlo, tu décroches de div à des dates données, soit tu décroches d'un div de 10 euros tous les mois de juin de chaque année, soit tu décroches X% de la valeur de l'action. Il y a quoi dans un autocall? C'est quoi un autocall? C'est un produit qui peut être remboursé par anticipation. Donc il y a quoi comme composante dans l'autocall? Il y a la barrière du coup, de remboursement la plus haute. Ensuite, il y a une barrière de perte de capital, modélisée par un PDI, et la barrière de coupon. Ok. Ok, bon. Bon, on va s'arrêter là. Guillaume. Avec Guillaume. Non, en vrai, enfin, le candidat est très bon. Je pense que ce qui s'est passé sur cette interview, c'est plutôt des attentes très élevées par rapport à l'école dont il est originaire. Et par conséquent,
Et son stage aussi, parce qu'il fait, il fait un stage chez des Top Gun quand même, Oui. à qui je passe le bonjour. Ouais, il fait un stage où je pense il y a un niveau d'exigence. Mais bon, ce que je comprends, c'est qu'il fait du code sur des time series et qu'il fait pas de la finance de marché, de la compréhension vraiment des Ça. produits. Donc tout ce qu'il raconte sur l'Athena, c'est vraiment de la curiosité, c'est derivatives. Donc c'est déjà bien. En tout cas, merci Yann d'avoir pris le temps d'analyser avec moi l'entretien de Cédric. J'espère que ce format vous plaît et que surtout il vous sera d'une grande utilité, que ce soit pour nous voir réagir ou bien pour préparer vos entretiens. En tout cas, n'oubliez pas que si vous voulez vraiment préparer vos entretiens en finance, eh bien, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou vous rendre sur le lien en description. Vous allez pouvoir bénéficier d'un appel gratuit avec un des experts et donc mettre en place une feuille de route précise pour vos entretiens. Merci Yann. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.